bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, l'émission des sociétés cotées et des tendances de marché. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Denys, directeur des investissements chez Oddo BHF AM. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Laurent, vous êtes venu il y a quelques semaines sur ce plateau pour nous donner un panorama des grandes tendances des marchés pour les semaines à venir. Vous vous étiez montré assez optimiste, indiquant que la plupart des indicateurs étaient au vert, ce qui s'est avéré vrai, il faut le noter, mais tout s'est gâté en novembre avec l'apparition de ce nouveau variant qui a provoqué un mouvement de correction. Finalement, après un trou d'air, le CAC 40 a rebondi et évolue autour des 7000 points. Toutefois, faut-il considérer que l'apparition de nouveaux variants reste la principale épée de Damoclès au-dessus des marchés? Principale épée de Damoclès, je ne dirais pas ça. Un problématique, oui. Pourquoi? Parce que bien évidemment, on ne connaît pas encore tout à fait les conséquences de ce variant Omicron, et notamment en termes de fatalité, de mortalité. On a une bonne idée maintenant de la propagation, et c'est effectivement ce qui a un peu inquiété les marchés. Pourquoi? Puisque la base statistique des personnes qui sont touchées, en fait, est le véritable problème. Pourquoi? Parce que même s'il y a moins de fatalité, moins de mortalité, en fait, on a quand même une saturation possible des hôpitaux. D'où des impacts sur l'économie, avec effectivement des mesures de confinement qui pourraient être prises et bien évidemment un impact sur l'économie. Donc c'est ça qui a inquiété les marchés. J'ai envie de dire, on a des nouvelles plutôt rassurantes, notamment la double dose de Pfizer qui serait efficace à 70%. C'est ce qui a été... la triple dose je crois que c'est la double dose qui est à 70% et le booster qui pourrait encore améliorer. Mais je crois que c'est la double dose qui est sortie ce matin, si mes sources sont correctes. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin, donc peut-être. Mais je crois que c'est quand même la double dose. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour autant, ça reste un vrai problème, puisque effectivement, on pourrait avoir une altération de la croissance. Et qui dit altération de la croissance, révision un peu de notre allocation et nos objectifs de performance. Gardons un petit peu de sang-froid et ne paniquons pas par rapport à un événement qui, quand même, et c'est important de le dire, est de moins en moins impactant sur l'économie. C'est la 5e vague. J'ai envie de dire qu'il y a un phénomène d'accoutumance de la part des opérateurs, je dirais globaux, des ménages, des personnes qui se mettent de manière assez rapide en télétravail, qui font qu'aujourd'hui, on a, avec la vaccination, et il faut quand même le dire, un environnement où l'immunité collective, finalement, n'est pas si loin. Et tentons un scénario optimiste, très forte propagation, faible fatalité, et finalement, on se retrouve dans une configuration où la pandémie espagnole a disparu. Pourquoi? Parce qu'on avait un variant effectivement extrêmement contagieux, mais finalement très peu mortel, qui a fait disparaître cette pandémie, l'a transformée en endémie. Espérons-le. Donc finalement, c'est une donnée aujourd'hui intégrée par les marchés. C'est une donnée qui commence à être intégrée par les marchés. Effectivement, vous avez évoqué cette chute des marchés. Voilà, les marchés ont fait un pas en arrière, ça a calmé un petit peu l'ardeur des investisseurs. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de valorisation qui, effectivement, commencent à intégrer ce risque. Laurent, l'autre actualité qui a pu stresser les marchés, ce sont évidemment les déclarations du président de la Fed, Jérôme Powell, sur l'inflation. On avait d'ailleurs parlé ensemble de cette inflation transitoire finalement qui dure. Là, on assiste à un changement de ton ces derniers jours de la part du patron de la Fed. Cette hausse des prix n'est pas seulement provisoire, il va falloir procéder à un inévitable resserrement de la politique monétaire. Alors cette inquiétude des marchés sur la question de l'inflation est-elle excessive ou pas ? Non, là pour le coup, c'est le vrai risque pour 2022. Est-ce qu'on est en face d'une erreur de politique monétaire ou pas? Est-ce que cette inflation, si elle n'est pas transitoire, ne va pas casser la croissance? Ou au contraire, est-ce que la Fed n'est pas, dans notre jargon on appelle ça être derrière la courbe, c'est-à-dire en retard par rapport à une inflation qui est en train d'accélérer? Donc on a ce double phénomène effectivement qui pourrait provoquer une erreur monétaire. Donc ça, pour le coup, le marché se focalise sur ce paramètre et c'est vraiment important, c'est un des paramètres qui sera les plus importants à observer l'an prochain. On va avoir en fait les anticipations des gouverneurs de la Fed qui vont nous donner ce qu'on appelle les plots, leurs anticipations sur l'évolution des Fed Funds. Ce n'est pas tant le niveau qui est important, mais la trajectoire. Et donc là, on va voir un peu quel est le sentiment de la Fed par rapport à cette inflation. En termes
d'inflation, en fait, on a vu qu'effectivement, elle était moins transitoire, provoquée par ces goulets d'étranglement. On voit que c'est en train de se résorber, mais il y a une problématique, c'est qu'en fait, on a moins d'élasticité de la demande sur les services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas parce que vous allez baisser le prix des billets de cinéma ou le prix du billet d'avion que finalement, ça va changer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous avez peur de prendre l'avion. Cette élasticité qui faisait que quand on avait moins de demandes, en fait, on avait des prix qui baissaient, n'est plus d'actualité. Si on a cet Omicron là qui continue, on va toujours avoir des goulets d'étranglement qui vont en fait créer cette inflation sur les biens durables et qui va en fait ne pas avoir d'effet sur les biens de service. Donc on risque d'avoir cette inflation qui perdure. Et ça, c'est vraiment la problématique que va devoir adresser la Banque centrale américaine, mais aussi la BCE. On est dans une moindre mesure dans une inflation qui accélère fortement, mais un petit chiffre, en Allemagne, le gouvernement actuel, M. Olaf Scholz, en fait, a décrété une augmentation de 25% du salaire minimal. Ça porte sur 19% de la population. Et donc, en trajectoire, on est sur une inflation qu'on appelle de second tour d'à peu près 4,7%. Donc, attention justement à ces anticipations en fait, d'inflation qui pourraient, elles, se mettre en œuvre. On n'en est pas là, mais c'est à surveiller. Vigilance, in fine, sur ces fameux effets de second tour. Exactement. Effets de second tour, alors qu'ils sont de deux ordres. Les salaires, on vient d'en parler, mais aussi la perception de l'inflation des ménages. Est-ce qu'effectivement, on pense qu'il va y avoir l'inflation? Est-ce qu'on accélère, en fait, nos dépenses et donc, en fait, est-ce qu'on crée encore plus de goulets d'étranglement avec un décalage entre l'offre et la demande, une demande qui s'accélère avec cet excès d'épargne qui est lié à cette crise Covid, qui fait qu'effectivement, on cornérise, entre guillemets, les banques centrales encore et on les oblige à réagir et finalement avoir un impact sur l'économie qui n'est pas souhaité avec un durcissement des conditions financières qui est absolument pas approprié en ce moment. Donc évidemment, c'est l'évolution comportementale qui est la plus difficile à saisir. C'est extrêmement complexe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a du mal à anticiper la réaction à la fois des acteurs de marché, l'évolution des actifs financiers qui pourraient eux-mêmes aussi impacter les conditions financières, les durcir, et puis l'impact aussi sur la confiance de l'ensemble des opérateurs qui ferait qu'effectivement, on pourrait avoir une décélération de la croissance qui, là, accélérerait la tombée en récession. On n'en est pas là. Attention, on est au-dessus du potentiel aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Aux États-Unis, le FMI a déclaré qu'on était 3 points au-dessus du potentiel. Donc on n'est pas du tout dans une configuration stagflationniste ou voire récessionniste. Attention, pas de mésentente ou de mauvaise compréhension de ce que je dis là. En revanche, il faut quand même surveiller un petit peu la réaction du marché par rapport à ce comportement des banques centrales qui est vraiment important et la manière de communiquer aussi. C'était une erreur de communication, je crois que c'est grosse erreur de communication, effectivement, sur cette fameuse inflation transitoire. Comment voyez-vous, à votre niveau, évoluer la politique monétaire de part et d'autre de l'Atlantique dans les mois à venir? Alors, on va d'abord avoir une réduction accélérée du programme d'achat de la Fed. Ça a déjà commencé, 15 milliards par mois, ça va monter à 30 milliards. Et vraisemblablement, on anticipe entre mars et juin la fin du programme d'achat. Et donc là, on va assister à la mise en place de hausse des taux. Ça, c'est vraiment le rendez-vous des marchés pour l'an prochain. Quel impact, en fait, de cette hausse de taux sur les marchés? Est-ce que les taux nominaux remontent? Est-ce que, finalement, l'effet stock emmagasiné avec l'accroissement du bilan permet d'absorber cette hausse des taux Fed Fund et donc n'a pas d'impact sur les taux longs? C'est vraiment ce qu'il va falloir observer. S'il y a normalisation des taux, vraisemblablement, on va avoir un peu plus de volatilité et on va avoir une réallocation qui pourrait s'opérer sur les classes d'actifs avec les cycliques qui reprennent un peu d'ampleur et puis les produits à duration longue, notamment la technologie qui là pourrait souffrir un petit peu. Dans ce contexte finalement de marché qui reste quand même à des niveaux très élevés, on l'a vu en 2021, quelles conséquences et conclusions faut-il tirer pour son allocation d'actifs, Laurent? Je crois qu'il faut rester positif. Alors bien évidemment, on a cette nouvelle du variant qui a tempéré les ardeurs, je l'ai déjà évoqué. Mais on reste dans une configuration, aujourd'hui on est encore dans une croissance extrêmement vigoureuse. Qui doit favoriser les actifs risqués. Quand je dis actifs risqués, ce sont les actions essentiellement
Alors, en zone géographique, j'ai envie de dire que il y a peut-être justement un mouvement de rebalancement effectué, peut-être vers l'Europe, et puis dans un second temps les marchés émergents. Mais là, ça sera aussi fonction de l'évolution du dollar. Pourquoi? Parce qu'une appréciation du dollar, c'est toujours dommageable aux marchés émergents, parce que les banques centrales, en fait, sont un peu heurtées avec une sortie de capitaux contre lesquels elles doivent lutter. Donc on opère Europe, une amorce de rotation sectorielle. Exactement, cyclique. Les valeurs industrielles, on continue de surpondérer les banques qui, juste un chiffre, hein, la croissance estimée des résultats par les analystes l'an prochain, c'est 0. Ça nous paraît vraiment, vraiment très pessimiste. Il suffirait d'une croissance, et c'est vraiment ce qu'on est en train d'observer, plutôt de 10% pour qu'on ait une performance relativement satisfaisante. Les valeurs industrielles, les valeurs automobiles, aujourd'hui on est dans une configuration où les anticipations aussi sont extrêmement faibles, 5-10%, on pense vraiment qu'on va accélérer, avec un mix produit aussi qui permet justement avec ces goulets d'étranglement de favoriser la vente de produits à plus forte marge et donc pas d'impact, en tout cas un impact volume-prix qui est limité. Donc les valeurs industrielles, l'automobile, les banques, mais on garde quand même les valeurs technologiques dans notre portefeuille. Pourquoi? Parce qu'elles sont portées par des croissances de résultats avec cette digitalisation qu'il ne faut toujours pas laisser de côté. Et ça, c'est donc un portefeuille un peu balancé, mais on rebalance un peu cyclique et un peu Europe. Même dans un contexte de hausse des taux sur les... En fait, dans un contexte de hausse des taux, en fait, ça favorise plutôt les valeurs cycliques et industrielles. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins impactées étant des actifs à duration plus faible. La cyclicité des résultats, en fait, a plus d'impact. L'accroissement, en fait, des bénéfices par action, c'est le facteur, en fait, qui va créer de la performance, contrairement à, c'est un petit peu technique, mais l'actualisation des flux. Si vous diminuez les taux d'intérêt, en fait, ça a un impact beaucoup plus important sur les actifs à longue duration, les télécoms, les utilities, hein, les collectivités, ou les valeurs technologiques. Et c'est peut-être le risque qu'il y a sur les valeurs technologiques. Donc le maître mot reste quand même la diversification. Les actions, attention aux taux. Vos portefeuilles obligataires, il est temps, encore une fois, de prendre des profits. Ce n'est pas fini. Et donc le private equity aussi. On reste dans une perspective de croissance, encore une fois, au-dessus de son potentiel, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. C'est un peu moins le cas sur les marchés émergents. La Chine, s'il y a un risque à évoquer, ça reste le pays qui, là, peut poser problème. Vigilance en termes de croissance, en termes de croissance, décélération de la croissance voulue, mais décélération de la croissance qui a été accélérée par cette problématique immobilière, avec les faillites en chaîne des différents acteurs, qui font qu'aujourd'hui, il y a nécessité absolue de réaction des autorités chinoises pour limiter la décélération de la croissance, pour justement maintenir ce pacte social, et surtout, ça a un impact en effet papillon sur la croissance mondiale qu'il va falloir là aussi observer. Donc si on résume, Laurent, on a plusieurs indicateurs à surveiller dans les mois à venir. On a l'inflation, évidemment. Alors, dans l'ordre, la croissance. La croissance, c'est clé. C'est vraiment ce qui doit dicter vos allocations. Évidemment, l'inflation, mais surtout la réaction des banques centrales par rapport à l'inflation. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir cette erreur de politique monétaire et la Chine. Okay. La Chine dans une dimension politique, plutôt. Voilà. Donc, vigilance, donc merci Laurent. Vigilance, mais il faut pas paniquer, il faut vraiment garder son calme et regarder quels sont les actifs qui peuvent vous apporter de la performance. Les actions, l'estimation de rendement des actions aujourd'hui, c'est à peu près 6 à 7%, comparé au taux qui offre 0. Voilà, c'est fini. Ok, très bien. Merci Laurent de nous avoir brossé ce scénario. Vous reviendrez, j'imagine, d'ici quelques semaines. Si vous m'invitez, ça sera avec plaisir. Avec plaisir. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.